Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. C'est un texte que connaissent bien tous ceux qui vivent en copropriété, même s'ils ne l'ont jamais lu. La loi du 10 juillet 1965 qui régit la copropriété en France fêtera bientôt ses 60 ans. Une longévité exceptionnelle, mais à quel prix ? À force de réformes, d'ordonnances, de décrets et de circulaires, ce texte fondateur est passé de 25 pages à l'origine à plus de 175 pages aujourd'hui. Résultat, un droit toujours plus complexe, parfois illisible et souvent décourageant pour les copropriétaires comme pour les syndics. Alors, est-ce qu'une loi trop vieille ou juste trop bricolée? Et surtout, peut-on vraiment la simplifier sans tout casser? Alors, pour en parler aujourd'hui, 3 regards croisés, je reçois 3 invités. Maître Juliette Bail, qui est avocate compétente en droit de l'immobilier et de la copropriété. Bonjour Juliette. Bonjour Marc. Emmanuel Fusilier, qui est fondateur du cabinet de syndic Administra Paris. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marc. Et Hugues Blondet, qui est fondateur d'un de 3 syndics engagés donc pour une gestion plus simple et plus lisible de la copropriété. Bonjour mon cher Hugues. Alors, on va commencer par vous Hugues. 60 ans, c'est un âge respectable pour une loi. Est-ce que ça prouve qu'elle a été bien pensée ou bien qu'on a simplement mis trop de rustines depuis ce temps? 60 ans, c'est effectivement un bel âge et c'est très important. Je pense que c'était surtout une loi très structurante pour la vie en collectif. Et pour nous, c'est la loi du vivre ensemble. Vivre ensemble, s'est développé, c'est vrai, après-guerre, où la copropriété est devenue la référence. Il y a une densification des villes et donc plus personne n'habite seul dans son champ. Donc que vous soyez à la campagne, vous avez des voisins, des ruelles communes, ou que vous soyez en ville et que vous avez des immeubles qui se sont montés et qui sont structurants. Donc c'est surtout une loi très structurante qui a évolué avec les habitudes des gens. Alors justement, Emmanuel Fusilier en 1965, je le rappelais dans l'introduction, elle faisait 25 pages et même d'ailleurs je crois 25 pages avec les décrets. Absolument. Donc, le texte fondateur a été vraiment très 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 mince. Aujourd'hui c'est plus de 175 pages. Est-ce qu'on a voulu trop protéger les copropriétaires au point de les perdre finalement en route ? C'est un mal français de vouloir absolument faire du droit de la consommation partout, et c'est ce qu'on a fait dans la loi de 65. Alors, il y a certains ajouts dans la loi de 65 qui sont complètement nécessaires et qui sont en fait l'évolution de l'histoire. Je pense notamment à tous les ajouts sur les copropriétés en difficulté. Je pense aux obligations en matière de rénovation énergétique qui n'étaient pas dans la loi et qui nous facilitent un peu le travail. Mais si l'on prend par exemple la volonté d'abaisser les majorités aujourd'hui, donc l'article 26, l'article 26.1, l'article 25, l'article 25.1, l'article 24, je ne sais pas si aujourd'hui les copropriétaires le comprennent. Enfin, je pense qu'ils ne comprennent pas. On le dit, je pense donc, qu'ils il y a certaines choses ne connaissent pas vraiment cette loi du 10 juillet 65. Il y a certaines choses qui seraient à toiletter et à simplifier. Juliette, alors vous êtes avocate, et est-ce que même pour un professionnel, le droit de la copropriété est devenu difficile à manier ou mal écrit? Est-ce que c'est trop technique? Comment vous faites, vous, pour naviguer dans cette jungle réglementaire? C'est une très bonne question, Marc. Effectivement, même pour nous, avocats, c'est une matière qui s'est quand même très complexifiée. Le droit de la copropriété est devenu très technique. Il a été modifié à plusieurs reprises. Et les textes ne sont pas toujours très clairs, parfois mal écrits, même parfois contradictoires. On passe beaucoup de temps à décortiquer la loi, à suivre les évolutions jurisprudentielles. Et c'est pas fini, ça bouge tout le temps. Comme ça touche en plus directement la vie des gens, les charges, les travaux, il faut aussi savoir faire preuve de pédagogie. Hugues, c'est votre avis également sur ce droit de la copropriété qui est de plus en plus
C'est de plus en plus complexe. Et c'est clairement de plus en plus complexe aussi parce que les relations entre les gens sont de plus en plus complexes, beaucoup plus juridiques. Avant, vous alliez voir votre voisin pour essayer de régler le problème. Maintenant, vous passez par un avocat, un tiers, et vous essayez... Et heureusement qu'il y a des avocats compétents. Qui arrivent Il n'y en a pas assez, d'ailleurs. Je ne sais pas si je me trompe, Juliette. Mais alors, il y en a de plus en plus. Vous en avez beaucoup, mais... Il y en a de plus en plus. Mais bon, c'est vrai qu'on a du boulot. Oui, c'est ça. Vous ne manquez pas de travail. Surtout à Paris. Emmanuel, vous êtes donc syndic sur le terrain. On vous connaît ici à Radio J. Est-ce que cette inflation législative réglementaire, elle se traduit pour vous par une vraie complexité de gestion au quotidien? Racontez-nous votre quotidien avec cette loi, avec cette inflation réglementaire. Dans les modifications, on a rajouté beaucoup de choses en fait en responsabilité du syndic, et c'est très bien parce qu'en fait il y a des syndics professionnels. C'est un vrai métier, c'est pas un métier qu'on exerce par hasard ou en complément d'une petite activité, mais ça a entraîné une grosse lourdeur, effectivement. Les copropriétés, c'est des paquebots, donc ça avance pas comme un optimiste. Et puis, cette inflation législative, elle se traduit aussi, et ça, il faut bien quand même que tous les copropriétaires le comprennent, par une augmentation des charges de copropriété. L'inflation normative, c'est aussi une augmentation des charges parce qu'on a mis de plus en plus de contrats en place, contrats d'entretien de tout. Bientôt, il y aura un contrat d'entretien du gazon pour voir si l'herbe est aussi verte que ce que vous avez dit. Diagnostic gazon, c'est ça? Diagnostic gazon, mais on en arrivera là. Si on continue comme ça, on en arrivera là un jour. Oui. Juliette, est-ce que vous observez une rupture croissante entre justement ces textes et la réalité vécue par les copropriétaires? Oui, clairement, Marc. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de décalage entre ce que prévoient les textes et ce que vivent vraiment les copropriétaires au quotidien. On leur demande de comprendre des règles qui sont très complexes, voter sur des résolutions qui sont aussi très techniques en assemblée générale, sans parfois avoir les clés pour vraiment décider en toute connaissance de cause. Donc le langage juridique est opaque, les délais sont rigides, tout est complexifié. Sur le terrain, les copropriétés manquent souvent de moyens, de temps ou même de volontaires pour gérer tout ça. Oui. Donc en fait, résultat, on se retrouve avec des règles qui sont pensées en haut et qui s'adaptent pas toujours à la réalité Qui ne sont d'en pas bas. forcément la réalité de ceux qui vivent. Ceux qui vivent au quotidien. Tiens, on va prendre un exemple, Emmanuel et Hugues. On va commencer avec vous, Emmanuel. Les convocations d'AG, est-ce que la lourdeur des délais, les annexes obligatoires, des notifications, ça finit pas par nuire à l'efficacité? Moi, je pense complètement, en fait, qui lit concrètement les 200 pages d'annexes à sa convocation d'Assemblée Générale? C'est 200 pages d'annexes. Honnêtement, ça, on a vu une inflation. Nous, on fait dans les AG simples où il n'y a pas trop de travaux à voter, on doit être à peu près quand même à chaque fois à 75 ou 150 pages. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Déjà, vous avez le contrat de syndic qui fait plusieurs dizaines de pages. Donc, Et puis alors, en plus, on est quand même le seul métier où on considère que les copropriétaires savent pas lire, donc il faut faire un contrat de syndic, mais il faut faire un résumé du contrat de syndic pour apprendre aux copropriétaires à lire que l'essentiel, qui fait encore 2 pages. Oui, ça veut dire c'est un abstract qui, en fait... C'est complètement con. Pour être clair, c'est complètement con. qui avec maintenant la digitalisation, puisque c'est la règle d'envoyer maintenant les convocations par voie électronique, sauf si les gens s'y opposent, on pourrait, réduire le délai de convocation, revenir à 15 jours comme c'était avant. À un moment, il était à 15 jours, c'est largement suffisant. N'envoyer que les comptes et les contrats, et puis le reste, ce serait disponible sur l'extranet, puisqu'on est tous obligés aujourd'hui d'avoir des extranets. Ça permettrait à tout le monde de le lire en temps et en heure, parce qu'en Assemblée Générale, personne ne lit concrètement l'ensemble des annexes. Hugues Blondet, on rappelle, vous êtes fondateur d'un E3 syndic, c'est un courtier, c'est ça? Oui, nous sommes courtiers en syndic et accompagnement des copropriétés pour réduire leurs charges ou faire un appel d'offres de syndic. Et effectivement, la lourdeur de ces documents, souvent, on voit que les gens n'ont pas la capacité à lire des comptes. Tout le monde n'est pas capable de rentrer de façon dynamique dans les comptes et autres. Et du coup, on donne de plus en plus, en tout cas, de responsabilités au syndic. Mais est-ce que les copropriétaires, ils ont vraiment conscience que ça implique, qu'est-ce que ça implique en temps et en charge? Les copropriétaires, ils sont de plus en plus sachants parce qu'aujourd'hui, avec Internet, ils pensent savoir beaucoup mieux que tout le monde et ils pensent savoir et trouver l'information facilement. Maintenant, aujourd'hui, la loi de 65, elle a une particularité, c'est qu'elle a beaucoup évolué. En fait, les articles de l'époque, les articles sur les droits de vote et tout ça, sont plus les mêmes. Donc, celui qui savait il y a 10 ans quelque chose ne sait plus aujourd'hui ce qu'il en est. Quelle est la loi sur la surélévation, des choses comme ça. Chaque article a évolué avec les mentalités, avec les mœurs, avec les souhaits des différents régulateurs. Justement, ces copropriétaires qui savent mieux que vous,
C'est quelque chose que vous voyez apparaître, Emmanuel, au quotidien? Tout le temps. En assemblée générale, il tape sur Google et il pense que la réponse qui est sur Google est la bonne. Donc l'IA, Google, tout ça, ça veut dire quoi? Ça les influe. Au final, comment vous répondez, et Juliette, vous répondrez ensuite à cette question de ces gens qui croient tout savoir. Croient tout savoir, ouais. Mais on répond sur des choses simples, on répond techniquement, on revient aux bases, en fait, parce que sur Google, c'est la façon dont vous posez la question aussi. Et puis sur oui, Google, il y a ce biais-là également. Et puis sur Google, la réponse est simple, Ouais. mais sur certaines questions, la réponse n'est pas si simple que ça. Donc oui, nous, on y a travaillé et on apporte des réponses. Donc il faut effectivement être en assemblée générale de plus en plus capé pour pouvoir répondre à l'ensemble des copropriétaires. Juliette, Oui, effectivement, sur le fait que les copropriétaires croient tout savoir. En plus, avec le développement de l'intelligence artificielle, certains regardent sur Google et maintenant sur tous les sites d'intelligence artificielle et trouvent parfois leurs réponses. Alors malheureusement, les réponses sont parfois pas toujours adaptées, pas toujours juridiquement bien fondées. Il y a des IA qui sont un peu meilleures que d'autres. Voilà, il y en a spécialisés d'ailleurs dans le domaine légal et juridique. Mais effectivement, mais pas forcément accessible pour le commun des mortels. Non, il faut un abonnement spécial. Un abonnement spécial. Mais certains disent que c'est la fin de notre métier, que effectivement les avocats un jour n'existeront peut-être plus, ou peut-être dans des domaines très spécialisés. Ou pour faire l'arbitrage entre deux IA. Exactement. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il faut, selon vous, Juliette, moduler la réglementation selon la taille des copros? Ça fait... c'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Je pense qu'effectivement, il faut aller un petit peu plus loin. On a commencé déjà à faire un petit pas avec les copropriétés qu'on dit à 2 lots, mais ça reste encore insuffisant. Une copropriété qui a 3 logements, évidemment, ça n'a rien à voir avec une grosse copropriété de 50 lots. Et pourtant, on leur applique exactement les mêmes règles, la même lourdeur administrative. Donc, c'est assez absurde. Et il faut adapter, je pense, la réglementation en fonction de la taille de la copropriété. Aller vers la simplification. J'ai une question pour vous trois, vous allez me répondre en 20 secondes chacun. Si vous deviez supprimer ou modifier une seule chose dans cette loi de 65, Juliette? Alors pour moi, c'est vraiment la règle des majorités en assemblée générale. Majorité, c'est un casse-tête, même pour les professionnels. La majorité simple, la majorité absolue, l'unanimité. Voilà, il faut quasiment une grille de lecture à chaque résolution. Donc on se retrouve parfois bloqué sur des décisions importantes pour la copropriété à cause de ces règles. Hugues? Le formalisme de convocation, je pense qu'aujourd'hui c'est trop lourd. Comme vous dites, les dossiers sont illisibles. Maintenant on les reçoit en électronique, donc lire 200 pages en électronique, c'est pas du commun des mortels qui peut le faire tous les jours. Le formalisme est trop fort et donc on est trop sur une seule AG. Demain, si on avait une AG par mois avec un sujet, vous votez en ligne. Est-ce que vous voulez changer la porte d'entrée? Est-ce que vous voulez lancer des travaux de ravalement? Donc voilà, donc un formalisme pour des décisions beaucoup plus one-shot serait nécessaire. Parfait. Et enfin, Emmanuel. Je partage le point de vue d'Hugues. Je pense qu'effectivement, sur les AG, il faut qu'on revienne à autre chose et qu'on puisse faire plus d'AG par an, effectivement, sur un seul sujet. Alors, on va reparler de cette loi du 10 juillet 65. Pour l'instant, on va marquer une petite pause pour découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et aujourd'hui, on va aborder une petite histoire qu'on a lue chez nos confrères du Figaro. C'est l'histoire d'une caméra de vidéosurveillance qui a franchi la ligne rouge, la ligne de la vie privée, installée en hauteur sur un arbre par un particulier. Cette caméra filmait un chemin commun desservant plusieurs propriétés voisines. Le problème, c'est que les voisins ont saisi la justice, estimant qu'il s'agissait d'un trouble anormal du voisinage. La Cour de cassation leur a donné évidemment raison. Filmer en zone de passage partagée sans autorisation constitue une atteinte manifeste à la vie privée et peut justifier une procédure d'urgence. Un rappel clair, la vidéosurveillance ne donne pas tous les droits, surtout quand elle capte des images au-delà de chez soi. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com.
Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. On est de retour dans le Club Imo sur Radio J et aujourd'hui cette émission elle est consacrée aux 60 ans, prochainement le 10 juillet, de la loi sur la copropriété. On est en compagnie de maître Juliette Bail, qui est avocate compétente en droit de la copropriété et de l'immobilier, Emmanuel Fusillé, qui est syndic professionnel, et Hugues Blondet, fondateur d'un de trois syndics. Emmanuel Fusillé, vous militez, on vous connaît maintenant pour une simplification des délais de convocation, une réduction des annexes. Qu'est-ce qui pourrait être simplifié sans nuire à la transparence ? Très simplement, revenir effectivement à un délai de 15 jours. Ça suffit largement par voie électronique. Puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on envoie à nos sous-traitants une demande de convocation à 10h. À 14h, les gens l'ont sur leur email. Qu'on envoie les annexes comptables et puis l'ensemble des contrats et sur tous les travaux, nous envoyons en fait que les rapports d'appel d'offres. Le reste, les CCTP, les devis sont disponibles depuis très très longtemps sur l'extranet et à disposition de tous les copropriétaires. Je ne sais pas si c'est pour ça que les copropriétaires liront davantage les annexes, parce qu'on s'aperçoit que dans chaque assemblée générale, en fait, on a 3 ou 4 personnes qui s'intéressent à un sujet et qui sont, pour dire, les sachants sur ce sujet-là. Voilà. Et puis essayer peut-être, effectivement, il faudrait tester de faire la possibilité de faire des AG ou en ligne ou avec un vote sur un seul sujet précis. Juliette, est-ce que le risque juridique d'une erreur dans la procédure ne devient pas disproportionné par rapport aux enjeux ? Oui, Marc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, une simple erreur dans la procédure, un oubli de pièce jointe à la convocation, un délai mal respecté, une mauvaise majorité appliquée peut entraîner la nullité d'une décision qui est prise en assemblée générale, alors qu'en fait, en réalité, tout le monde est d'accord sur le fond. Le problème, c'est qu'en fait, parfois, le formalisme est devenu tellement important qu'il prend le pas sur le fond et sur les véritables enjeux. Je dis pas qu'il faut pas de règles, mais c'est indispensable pour protéger les copropriétaires, mais il faut trouver un équilibre. Surtout éviter que la forme prenne le pas sur le fond. Hugues, vous avez fondé un 2-3 syndic avec une idée simple, c'était votre objectif, c'est rendre la gestion plus accessible. Qu'est-ce qui aujourd'hui freine le plus cet objectif ? L'objectif premier, c'était de rendre aux copropriétaires et aux conseils syndicaux qui sont engagés, rendre plus de connaissances et de pouvoir. Aujourd'hui, quand ils s'adressent sur leur copropriété, ils s'adressent à leur syndic qui est leur seul point d'entrée. Vous avez le syndic qui gère à la fois le tapis dans l'escalier, l'embauche de la gardienne et des travaux significatifs et clés de ravalement et autres. Ouais. Ce qui était très important pour nous, c'est de leur rendre une capacité, de les accompagner dans des étapes clés qui étaient soit la recherche d'un nouveau syndic, soit la réduction de charges. Et aujourd'hui, une des grandes difficultés, c'est que les charges sont souvent mal connues et mal gérées dans le temps par les conseils syndicaux. On voit l'impact sur les charges de l'inflation qui a été pris souvent en retard puisque les copropriétés votent des budgets, sont appelés sur des budgets. Et donc le syndic ne rend compte qu'une année après, finalement, ou 6 mois après la fin des comptes, de ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc ce décalage dans le temps est très complexe. Et aussi la convocation des AG qui aujourd'hui est à la main des syndics. Donc quand un syndic est un peu défaillant, malheureusement, c'est quand même lui qui doit convoquer l'AG. Ouais. Et donc cette difficulté de convoquer l'AG et de mettre en concurrence, ça c'est une difficulté clé pour certaines copropriétés quand le syndic fait mal son travail. Et je rappelle encore que c'est pas la norme, c'est une minorité heureusement. Et le syndic est clé dans les copropriétés. Emmanuel, le syndic est souvent pris entre le marteau et l'enclume. Attendre les attentes de copropriétaires d'un côté, normes et contraintes de l'autre. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par le législateur ? Mais pas du tout, Marc. Je vais être clair, pas du tout. Alors, je ne sais même pas si on veut vraiment parler au législateur. J'ai jamais compris d'ailleurs véritablement les ambitions de nos organismes professionnels sur ce sujet-là. Il faudrait qu'on m'explique. Ouais. Mais on n'est pas du tout écouté. Je prends juste un exemple. Le contrat de syndic, qui est un décret, il doit être revu régulièrement. Depuis 2014, il n'a jamais été revu. Aujourd'hui, on est tous syndics et on pratique tous des choses qu'on n'a pas le droit de facturer. C'est-à-dire, dans la rénovation énergétique, j'ai pas le droit de facturer tout ce qui concerne les prêts de copropriété. Et puis, on est de plus en plus, finalement, appelé en conseil. Ouais. Lorsque vous avez un copropriétaire qui vous appelle et qui veut abattre son mur porteur, je fais quoi ? Je lui raccroche au nez ? Ou je lui dis, écoutez, si vous voulez appeler votre mur porteur, vous faites ça. Et en fait, généralement, on l'aide à faire son dossier, on lui donne les bureaux de contrôle, on lui donne les architectes, et on va quasiment lui rédiger sa résolution d'assemblée générale. Je facture ou je facture pas ?
Enfin, il y a des moments où il va falloir quand même arrêter de croire que quand on appelle le syndic, c'est gratuit. Quand on appelle l'avocat, il faut le payer. Ben oui, mais honnêtement, on n'est pas bénévole. Voilà. Il y a un certain nombre de choses où le législateur n'a pas compris notre métier. Mais si le législateur n'a pas compris notre métier, c'est parce que nous n'avons pas su lui expliquer. Moi, je reste sur ce créneau-là. Juliette, alors justement, le droit, il prévoit notamment un certain équilibre entre syndicats et syndics. Est-ce que cet équilibre est encore réel ou totalement déséquilibré aujourd'hui ? Alors sur le papier, effectivement, Marc, l'équilibre existe. Voilà. Ouais. Le syndic est censé quand même être le mandataire du syndicat des copropriétaires, donc il est à son service. Mais dans les faits, certains syndics, alors pas tous évidemment, prennent beaucoup de liberté dans leur gestion parce que peu de gens en fait vérifient ce qu'ils font, et inversement, dans d'autres cas, ce sont les copropriétaires qui attendent trop du syndic sans s'impliquer eux-mêmes. Donc je pense qu'il faudrait donner du pouvoir aux copropriétaires, notamment par plus de transparence, et pourquoi pas par créer un statut du syndic non professionnel pour encourager, je pense, la gestion participative et les copropriétaires. Le statut de bailleur privé. Voilà. Non, quelque chose qui est... Donner plus de droits aux copropriétaires, très bien. Faudrait-il encore qu'ils aient envie de le prendre. Hugues Blondet, est-ce qu'il faut créer des statuts spécifiques pour les petites copros, voire même pour les résidences secondaires, souvent gérées très différemment ? Alors, je pense que oui, mais c'est plus pour nous la partie grande copropriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites copros, il y a une gouvernance qui peut être différente et qui peut être plus fluidifiée. Et c'est plutôt une relation entre le syndic et les copropriétaires. Si vous êtes 5, honnêtement, vous pouvez faire un vote en ligne. Aujourd'hui, il y a une délégation possible au conseil syndical pour des travaux relevant de l'article 24. Donc, sur la partie petite copropriété, je pense qu'on peut y arriver avec le modèle actuel. C'est plutôt les très, très grosses, parce qu'aujourd'hui, les très, très grosses, elles ont un conseil syndical qui ressemble à un conseil d'administration, et c'est à elles qu'on devrait donner beaucoup plus de délégations pour agir pendant l'année. Et on ne peut pas attendre sur une très grosse copropriété de 500 lots 1 an pour faire des choses. Juliette, j'ai une question pour vous, et rapide s'il vous plaît. Beaucoup de copropriétaires ont le sentiment d'être exclus des décisions. Est-ce qu'il ne faudrait pas un accompagnement pédagogique obligatoire ? Oui, je pense que ce serait une bonne chose. Beaucoup de copropriétaires sont perdus, ils reçoivent des convocations, des documents techniques, des devis, sans vraiment comprendre ce qu'on attend d'eux. Donc ils ne participent pas parfois. Ou alors ils votent sans vraiment savoir ce qu'ils valident. Un accompagnement pédagogique, par exemple, ça pourrait être des supports clairs envoyés avant l'Assemblée générale, ou des vidéos explicatives ou des réunions d'information dans les copropriétés avant l'Assemblée générale pour leur expliquer exactement sur ce sur quoi ils vont voter. Une dernière question pour aujourd'hui, 10-15 secondes par personne. Donc Juliette, vous allez vous y coller comme en première partie. La copropriété dans 10 ans, vous l'imaginez comment ? Alors, j'aurais aimé qu'elle soit plus simple, plus participative. Voilà. J'aurais aimé qu'elle soit plus simple, mais si on fait rien, elle risque de devenir un peu plus kafkaïenne, parce que les exigences techniques environnementales vont augmenter. Si on garde la même réglementation, ça va être compliqué. Emmanuel Fusillé, allez, quelques secondes. Au rythme où ça va, et quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, elle sera de plus en plus complexe. Et votre point de vue, Hugues, et ça sera le mot de la fin. Plus complexe mais plus participatif. Je pense que les gens ont envie de s'impliquer dans leurs biens. Il y a 2 populations, il y a ceux qui ont envie et ceux qui n'ont pas du tout envie. On parle souvent de la génération Z ou autre qui n'a pas du tout envie de s'impliquer. Donc malheureusement, il va falloir les ramener dans la copropriété, dans le vivre ensemble. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange passionnant, dense et passionnant. On retiendra que la loi de 1965 a bien vieilli, mais qu'elle a vieilli. Et voilà, donc aujourd'hui, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouverai avec grand plaisir demain à 16h. Cette émission, on peut la réécouter en podcast sur la page Radio J Mag sur YouTube et sur la nouvelle chaîne 100% Imo de Radio J, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le site radioj.fr et l'application mobile Radio J. D'ici demain, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, à toutes et à tous à l'écoute de Radio J. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.